de retour en direct ici au Transition Forum à Nice, après 2 jours qui ont été très riches, instructifs, avec du débat contradictoire des scientifiques, des entrepreneurs, des industriels, le monde associatif, des ONG. Merci Monsieur le ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion nationale des territoires, d'être ici à Nice pour être notre invité de cette table de clôture. Justement, dans ces échanges, vous allez avoir 4 voix différentes, mais qui se complètent bien, qui vont pouvoir interagir avec vous. Tout d'abord, Marlène Dolvec, vous dirigez les 3000 gares de France. Il y a une actualité dans quelques jours, puisque le président de la métropole et maire de Nice inaugurera justement une nouvelle gare multimodale. Elle est déjà en fonctionnement et elle joue aussi un rôle de transformation. Nous avons Bertrand Badré. Finalement, Bertrand Badré, vous aviez écrit un livre l'année dernière, « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?» On va y répondre dans quelques instants. Nous avons Emmanuel Duez, qui est une voix importante sur la question de la jeunesse, du leadership. Ne pas parler de jeunesse quand on parle de transformation et de transition écologique aurait été une erreur, mais Emmanuel est bien là. Et enfin, Gianmarco Monsellato, qui est le président de Deloitte, en France, mais également en Afrique. Et Deloitte est au cœur de ces sujets de transformation. On a reçu ici beaucoup d'industriels, de chefs d'entreprise. Bien sûr, la question est de savoir si cette transformation, elle est soutenable aussi par rapport aux enjeux à la fois des entreprises, des salariés, mais aussi des actionnaires. Mais tout d'abord, Christophe Béchu, on a dit souvent dans l'actualité que vous aviez pris le temps de prendre possession de votre ministère. Vous avez été nommé qu'au mois de juillet. Et puisque le thème de ce forum est l'accélération, on a le sentiment d'avoir un Christophe Béchu qui est un accélérateur durant ce mois de septembre. Vous avez présenté hier notamment le premier projet du plan de planification écologique. Donc ça veut dire que ça démarre et ça accélère. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis très heureux de participer à cette table ronde, très heureux d'être à Nice sur un territoire qui est très inspirant. Et si transition écologique et cohésion des territoires ont été mis ensemble, c'est parce que le président de la République, la première ministre, mais y compris des intervenants de la précédente table ronde, ont la conviction que si on ne se soucie pas du dernier kilomètre, si on ne se soucie pas de la manière dont on fait les choses, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut, on peut lancer les débats sur les greens de golf, les jets privés, amuser la galerie avec les barbecues, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas l'ambition de transformer notre pays et de l'engager sur un chemin de transition. On a juste envie de faire de l'écologie un fonds de commerce ou un domaine qui permet d'aller vendre des livres ou de se positionner. Si on est vraiment convaincu qu'il faut transformer notre modèle, ça suppose d'avoir un projet et d'être capable, à la manière d'un maire, de se demander ce que sont les moyens, ce que sont les effectifs, ce que sont les pas de temps, ce que sont les échéances pour y parvenir. Et la feuille de route, elle est relativement claire. Le président de la République, dans sa campagne, a expliqué qu'il souhaitait qu'on mette en place une feuille de route de planification écologique. Et donc qu'on prenne bien tous les sujets pour avancer de manière collective, en évitant ce que les spécialistes appellent la maladaptation, c'est-à-dire le fait d'aller mettre de l'argent dans quelque chose qui a l'air d'être bien mais qui ne l'est pas, et en regardant au contraire comment, de façon extrêmement structurée, on avance dans ces domaines. Ça suppose d'agir sur plein de paramètres. En même temps, il ne faut pas que la biodiversité ou l'eau soient les oubliés d'une politique de décarbonation dont on parle beaucoup. De façon symbolique, le premier chantier dont nous avons posé les bases hier, c'est l'eau, compte tenu de l'été que nous avons vécu, parce que c'est à la fois un objet qui est plus identifiable que la tonne de carbone pour nos concitoyens, qui matérialise cette fin de l'abondance et cette nécessité d'être capable d'être plus sobre et d'être plus économe, et pour lequel on a lancé hier toutes les pistes qui permettront d'arriver à la partie haute de la feuille de route de planification écologique à la toute fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine. Alors Christophe Béchu, justement, on parle de 22 chantiers. Quelquefois, pour les Français, ça peut paraître abstrait, cette planification écologique. Et vous allez essayer de balayer quand même 22 thèmes essentiels dans la vie, on va dire, quotidienne des Français. On peut parler d'un calendrier qui va nous amener jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'année. Je vais oser, on est dans un forum professionnel, donc je vais mettre un ou deux chiffres.
Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a un réchauffement climatique qui est déjà à l'œuvre et qu'on a deux actions à faire en parallèle. Comment on l'atténue? Comment on évite que le 1,1 degré de progression des températures sur la planète, 1,7 degré déjà en France, ça dépasse le 1,5 ou les 2 degrés dont on parle? Parce que chaque demi-degré supplémentaire coûte très cher. Le climat est un usurier. Les coûts d'adaptation que nous aurons, les conséquences humaines, les conséquences sur les écosystèmes, sur la biodiversité, nécessitent qu'on fasse tout pour le freiner. Mais en parallèle, et l'été qu'on l'a vécu, on est la preuve, le changement climatique, il a déjà commencé, et donc il faut qu'on conduise des politiques d'adaptation. Conduire ça, ça ne peut pas être dans un domaine. Et donc 22 chantiers, ça peut sembler beaucoup, mais si je ne joue pas sur tous les paramètres, la réalité, c'est qu'il y aura des angles morts. Il va falloir qu'on choisisse où on concentre les sources d'énergie. Est-ce que c'est pour décarboner les bâtiments? Est-ce que c'est pour accélérer la sortie du fossile? Est-ce que c'est pour trouver des alternatives à tel ou tel type de motorisation? Typiquement, il faut qu'on joue sur ces différents paramètres en parallèle. Christophe Béchu, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu beaucoup de ministres de la transition écologique dans le précédent quinquennat. Ici, il y a un grand nombre de maires de la métropole de Nice. Quel sera le Christophe Béchu, celui qui est au ministère et celui qui est resté le maire d'Angers, parce qu'avant tout, dans votre parcours politique, vous êtes le maire d'Angers? Ce ministère, c'est celui du temps long, et je pense que c'est celui où vous avez l'espérance de vie la plus courte dans un gouvernement. C'est très inspirant de regarder la galerie de portraits des 15 ministres qui ont dû se succéder depuis 20 ans dans ce ministère. Et c'est une vraie école d'humilité sur le fait que le premier ministre de l'écologie avait dit que c'était le ministère de l'impossible et qu'à certains égards, ça a du sens. Pour la petite histoire, quand j'ai été nommé ministre, beaucoup de mes collègues maires, beaucoup d'amis, beaucoup d'angevins m'ont envoyé des messages de félicitations quand j'ai été nommé aux collectivités locales. Et quand un mois plus tard, je suis devenu ministre de la transition écologique, j'ai pas reçu de félicitations, j'ai reçu des bons courages. En très grand nombre, comme s'ils anticipaient la complexité de la tâche. Je pense que je suis ministre de la transition écologique parce que je suis maire. Au sens où il y a eu un précédent avant moi, qui avait été choisi à peu près dans les mêmes circonstances, qui s'appelait Jean-Louis Borloo, qui avait été choisi compte tenu de ce qu'il avait pu faire à Valenciennes, la manière dont les choses se font à Angers, où nous avons été classés ville la plus écologique de France, dans un classement où Nice ne doit pas figurer, parce que sinon je ne me permettrais pas ici de faire la promotion de ma ville, mais bref. C'est le tram, c'est la désimperméabilisation, c'est plein de choses qui se font aussi ici de manière très forte. C'est la reconnaissance que pour réussir la transition écologique, il faut tout le monde. Il faut s'appuyer sur le rapport des experts. Il faut mobiliser les entreprises. Il faut mobiliser la finance et regarder comment on est capable de réorienter une partie des flux. Il faut s'appuyer sur la jeunesse. Parce que si on ne l'embarque pas dans le récit et dans la promesse de ce qu'on va faire, on n'y arrivera pas. Dans la plupart des cas, à la fin, ce sont nos comportements individuels, la somme de tous nos comportements individuels qui feront la différence. Donc, il y a la manière dont on modifie les usages au travers de la réglementation, mais il y a bien l'adhésion de chacun pour être capable d'y parvenir. Et de ce point de vue, un maire, il a l'habitude d'être dans cette double échelle. Embarquer la population en ayant l'obsession de comment on la rassemble, comment on est capable, et l'habitude de savoir que pour délivrer quelque chose à un moment, il faut fabriquer un rétro-planning. On sait, Christophe Béchu, et c'est aussi l'objet de quelques papiers actuellement dans la presse, mais ça fait partie du job, les négociations entre le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et Bercy, ce n'est jamais simple. Et pourtant, c'est important. Quelles vont être vos marges d'action? Justement, actuellement, il y a la présentation, la préparation du budget 2023. Vous avez l'air plutôt satisfait des avancées. Et en même temps, les maires de France urbaine, que vous connaissez bien, considèrent que ce n'est pas assez. Alors, quel est justement le bon objectif sur la ligne d'horizon pour que, pour les Français, ils aient l'impression que cette fois-ci, dans ce quinquennat, l'effort va être réalisé? Il y a deux questions en une. J'évacue tout de suite la partie France urbaine. Trouvez-moi une déclaration d'une association d'élus considérant qu'il y a trop d'argent dans le budget aux collectivités locales une année. Et je serais heureux de vous inviter à partager un moment avec moi. Donc, que les associations expliquent qu'il faut davantage,
les associations d'élus, ce sont aussi des syndicats d'élus qui défendent les intérêts des collectivités et qui donc insistent sur la nécessité d'augmenter les moyens. Je précise tout de suite qu'on est dans une année très particulière à cause de l'explosion des prix de l'énergie, qui est aussi indirectement liée à ce que nous vivons, et qu'il y a des inquiétudes qui sont légitimes, que les réponses du gouvernement, elles sont encore à peaufiner dans un certain nombre de domaines, mais de manière importante. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, nous allons réaugmenter les crédits de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, et nous avons pris la décision, la Première ministre a accepté de retenir la suggestion que j'ai faite de mettre en place un fonds vert d'1,5 milliard pour aider les communes à déminéraliser leurs cours d'école, faire des îlots de fraîcheur, dépolluer des friches, préserver la biodiversité. Donc il y a quelque chose qui s'amorce. Ensuite, sur le dialogue avec Bercy. On va tout se dire. D'abord, quand vous êtes ministre depuis 6 jours et que vous avez un ministre qui est là depuis 6 ans, forcément, en termes de retour d'expérience, les techniques de négociation, ou en tout cas l'habitude, ne sont pas exactement les mêmes. Ensuite, de façon beaucoup plus sérieuse, un gouvernement, c'est une équipe au service d'un pays et on est tous embarqués dans la même aventure. Mon obsession, c'est que nous rendions visible à la fois ce que nous avons fait et ce qui nous reste à faire et qu'on prenne des décisions qui soient précisément corrélées à leur impact climatique. En clair, notre pays a signé des engagements budgétaires pour limiter son déficit, pour faire en sorte de tenir des trajectoires et regardé par Bruxelles, doit rendre une copie au travers d'une feuille de route de programmation des finances publiques. Il faut qu'on s'habitue à tous se rappeler qu'on n'a pas seulement signé des engagements en matière budgétaire, mais qu'on en a également signé en termes climatiques. On s'est engagé à ce qu'en 2030, nous soyons à 55% d'émissions de gaz à effet de serre de moins qu'en 1990. On en est où ? Tous les ans, on communique sur le niveau de déficit sur lequel on est. Et l'argument qui consiste à dire on ne peut pas rajouter d'argent, sinon on s'écarterait de la trajectoire, il est entré dans le débat public, malgré le quoi qu'il en coûte. En matière climatique, personne ne sait. On est à moins 23% par rapport à 90. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait partie des 20 pays sur la planète qui ont commencé à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'au cours des 5 dernières années, le rythme de baisse des émissions a doublé par rapport au quinquennat précédent. La mauvaise nouvelle, c'est quand vous voulez passer de 23 à 55 en 7 ans, il faut une pente un peu plus raide que celle sur laquelle vous étiez, donc il faut doubler à nouveau. Je souhaite que la tonne de carbone devienne un élément de comptabilité, de discussion, à la fois avec Bercy, mais même en interne. Je suis à côté de la patronne des gares. Le ferroviaire, c'est un des enjeux et un des leviers de décarbonation. Mais quand on voit la somme de ce qu'on a à dépenser, qu'on soit capable de se dire que tel projet, il a tel impact climatique par rapport à tel autre, et donc qu'on a peut-être intérêt à commencer par celui qui va avoir l'impact climatique le plus grand, ça peut être un élément d'arbitrage. La rénovation. On met des milliards d'euros dans la rénovation, mais on compte en logement, on ne compte pas en tonnes de CO2 évitées. Et pourtant, notre enjeu, ce n'est pas combien je fais de logement, c'est combien de passoires énergétiques, combien de bâtiments dans lesquels je vais être capable de diminuer les émissions que je vais être capable de faire. Et si on arrive à intégrer cette dimension-là, on objectivera les décisions et on permettra d'avoir une conversion, y compris dans le dialogue avec Bercy, qui consiste à suivre 2 objectifs en parallèle. À la fois un objectif de bonne tenue de nos finances publiques et en même temps un objectif de bonne tenue de nos engagements climatiques, parce que l'avenir, c'est l'habitabilité de la planète. Et dans les 2 cas, c'est la préservation des générations. Avant d'engager la discussion avec Emmanuel Duez, ici même on avait au Transition Forum l'année dernière Bruno Le Maire et Clément Beaune qui étaient venus beaucoup parler de l'Europe, sur le Green Deal notamment. On en parle peut-être un peu moins, pris par en effet cette fragmentation du monde, ce nouveau monde qui se dessine à nos frontières. Quel est le rôle aujourd'hui du ministre de la Transition écologique avec vos homologues, car les Français voient bien que seule la France ne pourra pas tout faire. Il y a 2 choses dans ce que vous dites. D'abord, oui, seule la France ne pourra pas tout faire, et même seule l'Europe ne pourra pas tout faire. Mais ça, c'est aussi un des nouveaux visages d'une forme de climato-scepticisme. Alors, on ne dit pas que le réchauffement climatique n'existe pas, mais on explique que ça ne sert à rien de faire trop d'efforts, puisque de toute façon, on ne pèse que moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Et donc, on se justifie par avance en disant qu'on va d'abord attendre les Chinois, qu'on va d'abord attendre les Américains. Bon. Ce type de raisonnement, il va à l'encontre de ce que je considère être la responsabilité individuelle d'abord, et même un raisonnement tout bête qui est de dire
C'est pas parce que l'appartement du voisin a des flammes plus hautes que le mien que j'éteins pas les flammes dans le mien au motif qu'elles sont un peu moins hautes. Normalement, votre réflexe, ça doit être aussi de vous préoccuper de ce qui est votre propre responsabilité. L'Europe, c'est le continent qui, sur ces sujets, est le plus en pointe. C'est le continent dans lequel nous avons pris les engagements chiffrés que nous sommes le plus proche de respecter, à la différence de ce qui se passe ailleurs. Et c'est le lieu dans lequel on est capable d'élaborer des mécanismes dont on a besoin, y compris dans notre pays. Et je vais vous donner un seul exemple. Cet exemple, c'est la semaine dernière, il y a 15 jours déjà, le vote par le Parlement d'un règlement pour lutter contre la déforestation importée. Pour se dire les choses de façon simple, désormais, dès qu'on aura transmis et transposé cette directive, pour que quelqu'un puisse venir vendre un produit en Europe, il devra pouvoir prouver, avec un certificat qui sera corrélé à des analyses d'images satellites pour s'assurer que ça correspond à la vérité, qu'il n'a pas produit en prospérant sur la déforestation, de manière à ce qu'on évite que dans les décisions que nous prenons ici, on accélère la disparition du stockage carbone de l'Amazonie, du bassin du Congo ou de d'autres espaces sur la planète, et surtout que si on prend des décisions pour nos industriels, qui peuvent se traduire par des augmentations de coûts, par des améliorations environnementales, ça ne se traduise pas par un dumping environnemental qui conduise des produits à arriver ici. Typiquement, si nous on se met à l'hydrogène vert, si on sort du fossile, mais qu'en parallèle, on augmente les importations qui sont faites avec des centrales à charbon, notre empreinte globale, on pourra dire que l'empreinte de la France en termes d'émissions, elle a baissé, mais si on a contribué à augmenter l'empreinte mondiale, ça servira à rien. Et pour jouer sur ces deux échelles, il faut une résolution, une détermination à l'échelle nationale, et il faut en parallèle des mécanismes à nos frontières à une échelle européenne pour pouvoir peser et s'assurer qu'il n'y a pas de biais et voilà, qu'il n'y a pas de biais. Merci Christophe Béchu d'avoir dressé justement cette situation. On est début septembre et on comprend bien qu'on va devoir accélérer avec notamment la présentation de ce premier chantier qui a été fait hier sur l'eau. On va parler de jeunesse avec Emmanuelle Duez. Vous êtes la fondatrice de The Boson Project et Youth Forever. Vous êtes une femme très engagée, une voix qui compte en France et on est ravis de vous accueillir ici à Nice. Peut-être qu'on ne parle pas suffisamment du levier de la jeunesse pour transformer ce momentum très important pour notre civilisation. On parle de génération climat, quelquefois même nos regards est peut-être sévère sur les jeunes. Est-ce que c'est cette génération climat pour vous qui va changer les choses ? Alors on en parle de plus en plus quand même de la jeunesse. Si le on de l'université du MEDEF était dédié à la sobriété énergétique, le off, dans les couloirs, ça bruissait autour de la pénurie des talents, parce que c'est une problématique de très court terme, mais qui en fait empêche la capacité d'action et de transformation des organisations. Et je trouve qu'on a un momentum qui est intéressant aujourd'hui avec deux phénomènes contradictoires. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup de la grande démission et du spectre de la grande démission américaine, 40 millions d'émissions sur 2021, qui arriverait en France et en tout cas qui est en train de faire des vagues dans l'entreprise française. Vous avez 45% des moins de 35 ans qui n'ont jamais eu autant envie de quitter leur job. Et en parallèle, pour répondre à votre question sur la génération climat, à la rencontre de laquelle nous sommes allés au niveau européen sur une grosse étude qui a été financée par L'Oréal, en fait, on s'est rendu compte qu'on était face à une génération d'abord qui représente 32% de la population mondiale, une génération de moins de 25 ans, donc beaucoup des enfants des gens qui sont dans la salle, qui est plus pauvre que toutes les générations précédentes, on pourra y revenir, j'imagine, avec Bertrand, qui est éco-anxieuse. Et très concrètement, au-delà des railleries qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça veut dire que la première cause de mortalité des moins de 25 ans dans plus de 100 pays, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est le suicide, mais qui réhabilite l'entreprise comme territoire d'impact. C'est ça le message qui est hyper important, c'est qu'en fait, c'est une génération qui est extraordinairement pragmatique, qui est très informée, qui est très consciente, et qui sait qu'aujourd'hui, sur les 100 plus grandes organisations mondiales, 89 sont des entreprises, et qu'il y a seulement 3 États dont le PIB est supérieur à la valorisation boursière d'Apple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut avoir de l'impact à l'échelle, si on veut emporter une transformation systémique du modèle dans les délais impartis, quand on est habité non pas par une quête de sens, mais par un impératif d'utilité, ce qui est le cas de cette génération, et ben en fait, on souhaite accompagner la transformation de l'entreprise. Et là, il y a
on crée quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue politique et pour l'entreprise. C'est l'émergence potentielle, parce que personne n'a encore saisi l'opportunité, d'un nouveau pacte générationnel entre l'entreprise et la jeunesse, entre la société et la jeunesse. C'est l'appel de Glasgow ? Pas tout à fait. Je vais revenir sur l'appel de Glasgow, mais à court terme, l'entreprise et l'État réparent les conséquences des crises successives sur une génération qui est fracassée, et nous n'avons pas le luxe d'une génération perdue, nous n'avons pas le temps d'une génération perdue, mais à plus long terme, en fait, on doit pouvoir réparer pour préparer à prendre le pouvoir, les responsabilités, la transformation, à une génération qui attend ça pour opérer les transitions au cœur des secteurs les plus impactés. Et donc, il y a comme un truc absurde dans le monde d'aujourd'hui de se dire « Oh là là, grande démission !» Et en même temps, l'entreprise n'a jamais été autant au cœur de cette fameuse génération climat qu'on comprend si mal, puisqu'elle est le territoire d'impact à partir du moment où on a l'audace d'un nouveau pacte politique en disant « C'est vous qui allez demain armer, préparer, transformer le monde économique. D'abord à l'échelle de la France et idéalement à l'échelle du monde. » Christophe Béchu, comment la jeunesse peut être une alliée à votre action et peut-être un élément d'accélération ? Elle l'est déjà. Elle l'est parce que sa mobilisation, elle a permis de remettre aussi sur le dessus de la pile une partie de ces sujets climatiques. On sort de 2 années un peu paradoxales. Il faut se souvenir que c'est précisément sous l'impact de cette jeunesse que, en 2018, puis en 2019, les questions climatiques ont été de plus en plus intenses dans l'actualité médiatique. Et si on n'avait pas eu le Covid, 2020 aurait suivi sur la même perspective. Les élections municipales de 2020, elles se sont jouées dans la plupart des villes avec beaucoup de questions qui étaient des questions d'adaptation, d'engagement écologique. Et puis il y a eu ce 16 mars où tout à coup, tout le monde a cessé de se préoccuper de façon immédiate de climat pour se préoccuper de santé et de pandémie. Et on est sorti de cette pandémie et on a basculé sur les questions d'inflation, de pouvoir d'achat, de guerre en Ukraine. Et en quelque sorte, là, depuis quelques semaines, y compris avec l'été qu'on a vécu, on voit que le climat est redevenu la priorité des priorités et le sujet sur lequel il faut qu'on se mobilise. Et donc la jeunesse, elle a déjà contribué à le faire. Elle le continue avec une partie des diplômés qui, au moment des remises de diplômes, expliquent qu'ils veulent du sens, qu'ils veulent effectivement s'engager dans des entreprises qui permettent de savoir où nous allons. Et ce qui est compliqué, c'est effectivement de savoir comment on passe de la prise de conscience à l'action et comment on embarque de la dénonciation à la mobilisation. Parce que l'éco-anxiété, qui est une réalité, il ne faudrait pas avoir la complaisance de dire « regardez, il y a une éco-anxiété » quand parfois on l'alimente avec des discours qui sont des discours fatalistes. Moi, je pense qu'on doit tenir un discours de vérité, mais un discours de mobilisation, en disant c'est possible, on est déjà engagé dans des pentes, dans des baisses. Il y a des quantités de domaines aujourd'hui où il y a des innovations qui sont à l'œuvre et qui vont permettre d'accélérer la décarbonation. Il y en a d'autres où il y a des changements de comportement et de prise de conscience qui ont des impacts sur les business models des entreprises, etc. Donc, il faut qu'on porte un discours positif. Je pense que c'est une manière d'embarquer la jeunesse en étant très exigeant sur la finalité, mais mobilisateur sur les moyens d'y parvenir. Pourquoi, selon vous, Christophe Béchu, quand on assiste et on voit les élections, on voit que malheureusement l'abstention est toujours de plus en plus importante, et pourquoi finalement l'écologie n'est pas justement ce sujet qui renouerait peut-être avec une mobilisation forte dans les scrutins politiques de la jeunesse? La question de l'abstention, elle est vaste, elle est large, elle dépend de beaucoup de choses. Je pense que pendant très longtemps, les écarts entre les engagements pris par les candidats et la façon dont les choses se passaient ensuite ont aussi alimenté l'idée que de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose d'écouter ce qui se passait parce que les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutent, pour reprendre la formule célèbre. Je pense aussi que on sort d'un cycle électoral un peu particulier. Le début de l'année a été bien plus marqué par la stupeur que nous avons eue collectivement du retour de la guerre en Europe, de ces images à quelques heures d'avion de chez nous, de ce qui a pu se passer en Ukraine, que d'aller au fond parfois de certains sujets. Et donc renouer entre guillemets ou faire en sorte d'essayer de redonner confiance dans la politique, c'est montrer qu'on tient les engagements qu'on a pris. C'est faire en sorte
d'expliquer aussi où on veut aller. C'est pas se contenter de formules ou de slogans de 140 signes ou de la petite phrase pour le bandeau déroulant sur une chaîne d'infos. Ça, c'est pas faire de la politique, c'est chercher à faire le buzz. Et le véritable problème qu'on a sur ces sujets d'écologie, c'est que où on les traite de manière extrêmement basique, on va tous mourir, c'est la fin du monde, les puissants font rien, les riches s'en préoccupent pas, où on essaye d'être un tout petit peu plus subtil, de regarder quels sont les leviers sur lesquels il faut agir, mais vous sortez du format qui vous permet de vous expliquer d'une manière synthétique. Christophe Béchu, ce qui est rassurant, c'est que depuis hier, ici au Transition Forum, il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Ça veut dire que la question quand même du climat, de la transition écologique, ici mobilise à Nice avec tous les acteurs de la société civile qui sont présents depuis hier. Vous avez connu le jeu de la vérité de ce programme télé ? Je n'ai pas eu la chance d'être invité, mais je l'ai connu comme téléspectateur. Eh bien écoutez, on va jouer au jeu de la vérité. Nous sommes allés à la rencontre justement de Niçois, de participants du Transition Forum. Voici 2 questions, et je vous le dis de suite, vous n'avez pas droit à un joker. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Adrien Aumont, cofondateur de la compagnie de trains de nuit Midnight Trains. Monsieur le Ministre, c'est le grand retour du ferroviaire, on rentre dans une grande décennie pour ce moyen de transport. Les acteurs historiques sont en place, des compagnies nationales, étrangères sont en train d'arriver sur le territoire, des jeunes entreprises sont en train de développer des nouvelles offres dans le ferroviaire. Ma question aujourd'hui est de savoir ce que vous comptez faire pour améliorer, rendre plus robuste et mieux financer l'infrastructure ferroviaire française. Bonjour, je suis Nathalie Ilmy. Je travaille au Centre scientifique de Monaco. Je suis auteur principal des rapports du GIEC. Les rapports du GIEC disent qu'il faut atteindre maximum 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius. Quelles sont vos actions prioritaires pour y arriver ? Bon, vous avez vu, les questions quand même sont pas... Très simples, des questions très simples. Je vais commencer par la deuxième pour répondre à la première. Je vous l'ai dit, il faut qu'on double le rythme de baisse de nos émissions. Et donc, pour répondre à cet auteur principal du rapport du GIEC, on va essayer de faire les choses de façon un peu rationnelle. En clair, quels sont les secteurs qui émettent et donc comment est-ce qu'on a des feuilles de décarbonation par domaine ? Quel est le secteur qui émet le plus en France ? Les transports, 30%. Le deuxième, l'agriculture, 19,4%. Le troisième, l'industrie, aux alentours de 18%. Les bâtiments, 18%, dont la part bâtiment, 10%. L'énergie, on est seulement à 10%. La sylviculture, on est à 4%. On va demander à chacun de ces secteurs de faire en sorte d'accentuer sa baisse. On a 2 secteurs pour lesquels la baisse n'a pas été amorcée. L'énergie, grâce au nucléaire, on est un peu en avance sur la pente de décarbonation. L'industrie, elle s'est prise en main et on a des débuts de baisse qui sont importants. Et dans le logement, là aussi, on a une baisse qui est amorcée. Il faut qu'on accélère sur l'agriculture et il faut qu'on accélère vraiment sur les transports. Dans les transports, 65% c'est la voiture. Avec évidemment des enjeux qui vont d'abord consister à regarder comment, au-delà de je passe de la voiture fossile thermique à la voiture électrique, à court terme, on limite l'autosolisme. On ne va pas pouvoir tout de suite changer le parc, mais est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte d'améliorer une partie de nos habitudes pour ne pas continuer à ce que 60% des trajets de moins de 7 km on les fasse en voiture ? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte d'améliorer la situation pour qu'on n'ait plus 90% des déplacements en voiture qui se font avec une seule personne à bord ? Un tout petit peu de covoiturage, des réflexions, voire des initiatives comme des voies réservées dans certains axes pour être capable. Ça décarbone de manière massive. Et on a le ferroviaire. Le ferroviaire, on est devant un mur d'investissement. Parce qu'on a 2 sujets. On a la régénération du réseau. Et on a sous-investi pendant des dizaines d'années pour entretenir notre réseau ferroviaire. Avec le réseau en tant que tel, les ouvrages, et puis un certain nombre de sujets nouveaux dans lesquels il faut qu'on investisse. En particulier, sans entrer dans les acronymes barbares, des systèmes de communication intelligents entre les trains qui nous permettent à l'échelle européenne, enfin, d'accentuer le fret et de favoriser les trains de nuit sur lesquels, pour répondre à la question directe qui a été posée, on sait que le potentiel, ça n'est pas entre 2 villes françaises, c'est sur des distances qui sont plus longues. C'est vers Barcelone, c'est vers Berlin, c'est le fait
de tester d'autres formules. Et tous ces enjeux-là, on est en train d'en consolider les coûts budgétaires pour que dans la feuille de route de planification écologique, dans les 22 chantiers, d'ici la fin de l'année, on puisse dire voilà l'ambition qu'on a en termes de ferroviaire, et donc voilà les moyens qu'il faut qu'on y mette, et voilà le calendrier dans lequel nous sommes. Christophe Béchu, sur ce point-là, il y a eu le congrès des régions à Vichy il y a quelques jours. Les présidents de région demandent le doublement du rail. Est-ce que, alors vous n'allez peut-être pas nous faire des révélations, même si on apprécierait ici aujourd'hui à Nice, mais voilà, selon vous, par rapport à cette ambition, est-ce qu'on peut aller au doublement du rail, ce qui serait quand même un enjeu de transformation essentiel? Il y avait eu justement une tribune de Jean-Pierre Farandou qui nous a marqué en début d'année, qui était le fer contre carbone. Est-ce que vraiment la France va aller à ce doublement? Compte tenu de la part du rail aujourd'hui, doubler le nombre de passagers ou le nombre de kilomètres que nous faisons en ferroviaire, c'est une nécessité si on veut tenir notre feuille de route de transition carbone. Le sujet, c'est où on le fait. Comment on commence, comment on s'y met, etc. Et en prenant conscience que les décisions qu'on prend dans le champ du ferroviaire, elles auront pour beaucoup d'entre elles un impact après 2030, et donc qu'elles ne doivent pas nous dissuader d'avoir d'autres actions pour être capables de tenir les enjeux de décarbonation à moyen terme. Avec les régions, la réflexion que nous avons, c'est autour des RER métropolitains. Cette idée que dans les villes qui sont les plus denses, on pourrait imaginer des dispositifs ferroviaires qui soient des modes de transport en commun à haute capacité et qui permettent d'aller puissamment fournir des alternatives à la voiture. Il y a d'autres enjeux, c'est les petites lignes, c'est les trains de nuit, etc. C'est ça qu'il faut qu'on ordonne, mais notre discussion avec les régions, dans le cadre des CPER et de ce genre de sujet, c'est ça, très concrètement. On a déjà en moyenne augmenté de 1 milliard par rapport au quinquennat précédent, la somme annuelle qu'on consacre au ferroviaire. Nous avons été chercher un demi-milliard complémentaire pour le budget de 2023. Ces sommes-là, elles ne sont pas encore à la hauteur des enjeux, mais elles marquent une inflexion par rapport à un moment où on était sur des niveaux et sur des budgets qui étaient faibles. Toute la question, c'est la hauteur de l'ambition et c'est la planification. Et entre les deux, il y a quelque chose qu'on appelle le comité d'orientation des infrastructures, qui va rendre son rapport dans les prochaines semaines et qui a consolidé toutes les demandes de toutes les régions françaises, de toutes les grandes métropoles, pour mesurer ce que sont les priorités. Ces priorités, on va les passer au tamis. On va dire ça, on commence par ça, ça c'est secondaire, ça c'est tertiaire, et on va faire en face les calendriers, les budgets. Donc ça sera encore un nouveau bras de fer entre Christophe Béchu et Bruno Le Maire. Je pense que c'est un des points sur lesquels on va se retrouver. Non mais, parce que, encore une fois, d'abord entretenir dans notre réseau aujourd'hui, c'est éviter parfois d'y mettre des sommes plus importantes quand on aura des accidents sur une partie de celui-là. Gérer son patrimoine, entretenir son patrimoine, tout le monde sait que c'est une façon d'investir de façon rationnelle. Donc on a des enjeux qui sont évidemment considérables sur ces sujets. J'ajoute que ce n'est pas l'argent public qui sera la solution à tous les défis dont nous parlons. Mobiliser les crédits privés, regarder comment des opportunités d'investissement et donc de retour sur investissement existent dans toutes ces transitions, c'est une réalité. Il y a des métiers qui sont en train de naître, il y a des technologies qui sont en train de devenir matures, il y a des opportunités d'investissement qui sont là aussi en train de se faire, grâce aussi à ceux qui investissent dans les sociétés à impact, qui montent des fonds qui se préoccupent de la manière dont ça aura un impact sur la planète, grâce aux bras armés comme la Banque des Territoires, qui elle aussi a vocation à s'ancrer dans ce type de sujet. Donc il va falloir qu'on joue, bien sûr, sur les finances publiques, et dans d'autres cas, sur les finances privées. Le ferroviaire, c'est plutôt des finances publiques. Mais dans la rénovation, on doit être capable d'aller chercher des finances privées. Tout ceci doit ravir Marlène Dolvec, votre voisine à votre gauche. C'est elle qui dirige les 3000 gares en France. Les gares, ce sont un peu les poumons de nos villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles se sont beaucoup transformées et deviennent des pivots, des transformations écologiques et environnementales. Les Français ont besoin de choses concrètes, justement, sur cette transition écologique. Est-ce que les gares, justement, ce n'est pas un des exemples, une des illustrations quotidiennes de ce que peuvent être aujourd'hui un projet politique autour de l'écologie? Alors, je vais peut-être reprendre les propos du ministre. Quand on dirige les 3000 gares françaises, on est à l'intersection de deux secteurs d'activité qui polluent, la mobilité et le bâtiment. Les gares, c'est 10 millions de mètres carrés, c'est des bâtiments, des grandes halles voyageurs, des souterrains.
Et là, on a évidemment des ambitions extrêmement concrètes dans le plan stratégique de la société Gares & Connexions depuis 2020, à la fois de la sobriété, donc réduire nos consommations énergétiques, sortir du fioul. On a changé les ampoules, du LED, on regarde la performance énergétique de nos bâtiments. Ça a été un sujet majeur. Et d'ailleurs, on a réussi à baisser nos consommations de 9% de 2020 à aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie ambition. Ensuite, on réfléchit aussi dans le mix énergétique à se dire eh bien, comment moi je pourrais créer de l'énergie. Et c'est notre grand plan photovoltaïque avec plus de 1 million de mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui seront installés sur nos parkings et sur certaines de nos halles voyageurs et à la gare future de Nice-Saint-Augustin. On a vu ça hier avec monsieur le maire. Donc, c'est vraiment penser à cet équivalent qui amènerait finalement une certaine autoconsommation des gares. Ça, c'est la partie énergie. On a aussi la partie conception et on travaille à éco-concevoir nos gares et les éco-rénover. Donc ça, c'est toute cette partie, quelque part, bâtimentaire. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je vais m'arrêter là sur ce sujet. Mon deuxième secteur, c'est la mobilité. La mobilité, quand vous êtes gare, vous êtes un peu le pivot de la mobilité. Vous reliez avec des connexions, toutes les villes entre elles, les archipels, si on reprend Fourquet, parce que moi j'aime beaucoup aussi les territoires, planification écologique et cohésion des territoires. Finalement, les gares, c'est le pivot de l'infrastructure qui relie tout ça. Eh bien, on a pour action de favoriser la mobilité, l'intermodalité, et en figure de proue, évidemment, le train, moyen de transport décarboné, mais je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Monsieur le ministre. Donc, évidemment, le rôle de la gare, c'est d'aller plus loin dans ce que sera le dernier kilomètre de la mobilité. On parle souvent du dernier kilomètre de la logistique urbaine, mais moi, je crois beaucoup au dernier kilomètre de la mobilité. Et si la gare est cœur d'infrastructures dans les territoires, évidemment, ça veut dire demain des accès facilités à tous les moyens de transport autour de la gare. Je parlais hier de hubs d'énergie, des stations-service d'énergie dans nos gares, à la fois peut-être de l'hydrogène, du biocarburant, des bornes de recharge de voitures électriques. Il faut vraiment que la gare, si le train vraiment est considéré aujourd'hui comme le moyen de transport le plus décarboné, si vraiment on pousse les RER métropolitains partout sur le territoire, et en matière de leadership, si on se parce que moi, on se dit toujours il faut se comparer, mais je suis allée aux États-Unis, moi, il n'y a pas très très longtemps, faire un voyage d'études. On doit dire que finalement, on n'est pas si mal. Quand on regarde là-bas, pour descendre d'un train, on est venu me mettre un marchepied. En matière d'accessibilité, c'est pas génial. Et puis, ça roule au diesel. Donc, on peut se dire quand même que, parce que parfois, on se dit toujours, on aime bien être les premiers, mais là, quand même, parfois, le peloton de tête, c'est peut-être pas nous, mais on n'est pas la lanterne rouge. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'être cette infrastructure, cœur de mobilité qui favorise toutes les intermodalités avec tous les pôles d'échange multimodaux qu'on peut faire autour de la gare. Je crois vraiment que la gare, Monsieur le ministre, c'est un bout de la solution à tous ces sujets, à la fois de territoire et à la fois d'urgence climatique. Marlène Dolbeck, justement, puisque vous dites que les gares sont des activateurs de mobilité, on parle du doublement du rail. Est-ce que ça veut dire que Marlène Dolbeck, quand elle va venir ici, dans 3 ans, 4 ans, dans 5 ans, on sera passé de 3000 gares à 6000 gares, ce qui est aussi une question, quand on sait que vous êtes ministre de la cohésion des territoires, on voit bien que la France est en train de s'aménager différemment, de redonner vie à la fois plus aux villes moyennes, à la ruralité. Olivier Sichel en a parlé ce matin de la Banque des Territoires. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de gares en France ? Alors, si ça veut dire plus de gares avec finalement des gares différentes, c'est pas obligatoirement l'immense gare qu'on imagine. Est-ce que finalement demain, dans la ruralité, là où on encourage les lignes de desserte fine du territoire, là où on réouvre à certains endroits des gares, j'en ai inauguré fin août dans une région voisine, eh bien, est-ce que la nouvelle gare de demain, c'est pas une station ? On est en train d'essayer de concevoir des arrêts de bus améliorés qui permettraient de se rapprocher
du dernier kilomètre, hein, de cette chaîne de valeur qui fait qu'on se rapproche le plus près de chez soi, et qui soit des nouveaux concepts avec des nouvelles navettes autonomes qui sortiraient du rail pour vous amener jusqu'à cette fameuse station. Après, vous me permettrez de vous dire que je ne sais pas combien il y en aura demain. C'est bien sûr des sujets dans la planification que le gouvernement stratège va nous amener finalement, nous, entreprises publiques, et dans les décisions qui vont être prises. On verra bien ce que ça signifiera. Mais quand même, moi, en innovation, je me dis que dans la ruralité, effectivement, on pourrait peut-être imaginer une nouvelle vision de la gare de demain. Et Écoutez, c'est la même chose sur les RER métropolitains. Évidemment, là aussi, ce sera de nouvelles gares. Et on a aussi des gares nouvelles qui se créent, puisqu'on a aujourd'hui des lignes TGV qui vont aller jusqu'à la partie Occitanie. On a ici LNPCA, qui est un magnifique projet. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il ne se passe rien. Il se passe beaucoup de choses, y compris en création aujourd'hui. Mais l'accélération, moi, j'y crois, et j'y crois peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Cher Jean-Christophe. Non, mais j'ai senti Christian Estrosi justement vous écouter, parce que quand on parle de Nice, bien sûr, on pense à la métropole, mais pas que, puisque c'est à la fois une métropole justement urbaine, mais aussi avec sa ruralité jusque dans les montagnes. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles gares à horizon quelques années dans ce magnifique territoire de la métropole de Nice. Nous allons parler avec Gianmarco Monselato, président de Deloitte France et Afrique francophone. Deloitte est un acteur qui accompagne les grandes entreprises, les industriels, les ETI dans notre pays sur la transformation. On a eu beaucoup de témoignages ici de patrons de PME, mais aussi bien sûr des grands groupes. On a eu hier soir Nicolas Dufourc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette transformation des entreprises, est-ce qu'elle est selon vous, au bon rythme, parce que à la fois il faut essayer de répondre aux objectifs du ministre, mais il y a aussi souvent les objectifs des actionnaires. Il y a aussi, il faut le dire, l'acceptabilité des salariés sur les grandes transformations que l'on mène. Quel est votre regard justement aujourd'hui du rôle que jouent les entreprises dans cette accélération, puisque c'est le thème de notre forum? Je ne peux pas dire que le rythme est le bon, puisque tous les rapports montrent qu'on est en retard par rapport aux engagements de Paris. Et que si ma mémoire est bonne, le seul pays qui n'est pas en retard, je crois que c'est la Gambie. Donc, et Costa Rica, merci Monsieur le Ministre. Donc je ne peux pas dire que le rythme est le bon, mais je pense que la question du rythme n'est pas la bonne en fait. C'est plus la question du modèle. Parce que, effectivement, l'entreprise se trouve à être le point d'intersection, de convergence de toutes les parties prenantes à la décarbonisation, à la transition climatique. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment les pouvoirs publics, les régulateurs, qui, eux, raisonnent sur un temps qui n'est pas celui de l'entreprise. Donc il faut réconcilier ces échelles de temps. Il y a les ONG, tout l'écosystème, qui regarde les entreprises, qui les critiquent ou les conseillent. Et puis il y a l'individu, les équipes, qui ont des attentes vis-à-vis de l'entreprise extrêmement importantes. Et il y a l'entreprise elle-même. Et si on veut aller plus vite, si on veut faire mieux, je pense qu'il y a un changement vraiment de modèle à penser. Je pense déjà qu'il faut arrêter de parler de transition. On ne parle pas d'une transition, en fait, on parle d'une mutation. Et je vais prendre un exemple, je vais faire une toute petite digression, très courte. On est à une période historique qui me fait beaucoup penser à celle de la Renaissance, surtout pour les entreprises. La Renaissance, c'est à Florence des individus qui disent « j'en ai assez de la féodalité, je ne veux pas me définir uniquement par rapport aux devoirs qu'on a, je veux impacter mon environnement », d'où l'acte d'entreprendre qui va être la Renaissance économique, artistique, etc. On est dans la même problématique aujourd'hui. L'entreprise a un impact sur son environnement qui dépasse l'actionnaire, qui dépasse les salariés, qui fait tout l'écosystème. Et beaucoup d'attentes sont sur elle, elle le fait, elle le fera d'autant plus vite qu'elle sera convaincue que c'est son intérêt commercial et que c'est son intérêt économique. Aujourd'hui, les collaborateurs poussent pour le faire, les équipes poussent pour le faire, on voit beaucoup de collaboration dans beaucoup de secteurs, un secteur qui pollue beaucoup, c'est la mode, le fashion, et il y a toute une collaboration dans ce secteur justement pour décarboner. Donc le rythme, il est quand même bon en France et en Europe, il est meilleur que dans beaucoup d'autres pays. L'enjeu, ça va être de passer à des business models, à des logiques d'investissement qui intègrent l'impact climatique et aussi l'impact social, l'acceptabilité sociale dans la mesure de la performance. Peut-être aussi un point, donc vous évoquez justement les changements de modèle économique. On voit bien que beaucoup d'entreprises ici même y sont confrontées déjà.
Mais il y a également ce sujet quand même de la formation des salariés que vous observez, vous, chez Deloitte, qui est majeur. Transformer et être moteur de la transition écologique sans préparer les métiers verts, les métiers d'avenir. Alors, aujourd'hui, comment, justement, vous jugez les entreprises françaises ? Là-dessus, beaucoup d'entreprises ont commencé la formation de leurs salariés. Je vois que le gouvernement l'a aussi commencé avec la Première ministre. Beaucoup d'entreprises ont commencé la formation de leurs salariés. Nous, ça fait des années qu'on a déployé la fresque du climat, nos clients aussi, mais aussi la fresque de la diversité, parce qu'encore une fois, la transition climatique, il faut qu'elle soit acceptable socialement. Donc, il ne faut pas laisser la partie sociale de côté. Donc, la formation est clé. Il y a une étape supplémentaire encore à faire, qui objectivement concerne plus les dirigeants que les salariés, qui est la formation à l'intérêt de la norme. Parce que l'Europe produit beaucoup de normes sur le sujet, la France aussi, et les FRAC en produisent, chacun en produit. Et aujourd'hui, assez naturellement, la réaction des dirigeants d'entreprise, c'est qu'il y en a assez des normes, on n'est pas là pour appliquer des normes, on se tire dans le pied en termes de compétitivité. Je pense objectivement que c'est une erreur. Si on veut réussir la transition climatique, il faut qu'on parle tous le même langage, il faut qu'on dise à peu près tous la même chose. Donc ce travail normatif, il est fondamental, même s'il peut paraître un peu pénible, pour qu'on dise tous la même chose. Et on évoquait ça avant la table ronde, mais comme je suis le seul président de Deloitte historiquement, ne pas être un expert comptable, je peux permettre des libertés avec la comptabilité. Je dirais la Renaissance, c'était la comptabilité en partie double. Et c'était clé, c'était dire, il y a ce que je dois, et il y a ce qu'on doit. Là, on est en train de créer la comptabilité en partie triple. Il y a ce que je dois à mon environnement, à mon écosystème. Et demain, la création de valeur, elle ne pourra se faire que si je prends tout ça en compte. Et pour ça, j'ai besoin de normes. J'ai besoin qu'on dise tous la même chose, et d'où le travail du régulateur européen, qui peut paraître un peu abscon, est extrêmement utile. L'enjeu, ce sera de s'assurer qu'au-delà de l'Europe, on ait un langage commun pour se comprendre ou pour se parler, parce que si nous, on fait des choses, et puis que l'Inde fait radicalement différent parce qu'on ne parle pas le même langage, effectivement, on va prendre plus de temps que prévu pour y arriver. Christophe Béchu, peut-être une réaction sur cet enjeu qui est quand même crucial, et souvent sur lequel les Français sont assez critiques. Et parfois à raison, parce que je ne pense pas que la parole du président de Deloitte, ce soit un appel à ce qu'on fasse davantage de normes. C'est à faire en sorte que dans des normes qui participent d'une mutation, d'une transition qui est obligatoire, on utilise entre guillemets ce levier qui est le seul nécessaire pour accélérer comme étant un enjeu de partage. Parfois aussi avant de faire la norme pour être capable d'être certain qu'elle va être dans le bon rythme. Il y a deux choses, il y a la norme et il y a la formation. Et c'est tout un symbole parce que mardi prochain, avec Stanislas Guérini, nous lançons le chantier de la formation de 25 000 cadres de l'État pour que ce discours ne soit pas seulement côté entreprise, mais qu'il soit aussi dans la manière dont les cadres de la fonction publique comprennent qu'on est dans une logique d'accompagnement, ce à quoi ça sert, ce vers quoi il faut aller, et en redonnant ce sens. Et ce qui manque, ou en tout cas ce à quoi il faut qu'on veille de ne pas manquer, c'est le sens. C'est de rappeler pourquoi on le fait, c'est de rappeler ce vers quoi on va, cette logique d'habitabilité de la planète, cette nécessité. Et je fais le lien avec la patronne et la fondatrice du Boson Project. C'est un enjeu pour conserver des clients, c'est un enjeu pour trouver des collaborateurs, de s'inscrire dans cette logique et d'être capable aussi de présenter et d'intégrer cette problématique. Gianmarco Monsellato, ici même au Transition Forum, certains ont dit, mais finalement peut-être la démondialisation, peut-être justement le moyen d'accélérer finalement la transition écologique, de pouvoir encore plus relocaliser ce qui a été fait. Il y a eu un mouvement ici de relocalisation ici dans la région sud. Est-ce que finalement, voilà, la démondialisation peut être la solution ? Vous avez parlé tout à l'heure de nouveaux modèles économiques, mais est-ce que ce n'est pas un changement modèle de toute l'économie qu'il faut ? Alors, il y a une caractéristique de la France, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème, la démondialisation est toujours la solution. Si vous regardez sur 30 ans, c'est toujours la première solution à tous les problèmes qu'on a. Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Oui, on va rester dans une économie mondialisée, et tant mieux, parce que la mondialisation a sorti plus d'un quart de l'humanité de la pauvreté, donc c'est vertueux. Que la mondialisation doit évoluer, qu'elle doit intégrer plus une logique locale, moins fragmentée, plus solide, plus résiliente. On l'a bien vu avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'on a eu depuis un an. Évidemment qu'elle doit évoluer. Mais je pense que l'enjeu, c'est de construire une économie qui soit désirable. On parlait du bâtiment. L'enjeu, c'est de construire une ville désirable. C'est ça qu'il faut inventer. Il faut arrêter de dire si on ne réussit pas ça, c'est la fin du monde demain. Parce que qui a envie de se lever pour retarder la fin du monde ? Personne. En revanche, se lever
contribuer avec les parties prenantes à créer un modèle économique et social plus désirable, où on puisse travailler d'où on veut, dans des territoires, pas tous forcément à Paris, et où on puisse contribuer à son environnement en même temps qu'à son actionnaire et qu'à son collègue, et qu'on ait le sens, l'enthousiasme de créer quelque chose, ça fonctionne. Et je prends un exemple, puisque Total Énergie était là avant nous. Et comprendre aussi qu'en France, on est un leader. Total Énergie, je ne vais pas dire de bêtises, c'est le cinquième. Vous avez remarqué qu'on invite tout le monde au Transition Forum. Très bien, mais c'est le 5e investisseur en énergie renouvelable. Le plan de Total, c'est d'ici quelques temps de produire en énergie électrique plus que le parc nucléaire français. On doit en être fiers. La France est plutôt en pointe, l'Europe aussi. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'on y arrivera ensemble en France et à l'international, on n'y arrivera pas. D'où le besoin de parler le même langage et d'embarquer toutes les parties prenantes. Merci Gianmarco Monselato, vous êtes le président de Deloitte France et Afrique francophone. Christophe Béchu, on va se faire encore un petit jeu de la vérité? On y va. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Sylvie Perrin, avocate au cabinet De Gaulle Fleurance, associée notaire et présidente de la plateforme verte. J'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous prendrez pour faciliter les contrats d'achat direct d'énergie, d'électricité entre les entreprises et les producteurs et éventuellement les personnes publiques qui pourraient en bénéficier. Merci, monsieur le ministre. Donc, monsieur le ministre, bonjour. Marc Amani, Société Conteco. Nous développons une solution de construction hors site à base de conteneurs maritimes recyclés. Ce sont des entreprises avec des usines qui vont intervenir territorialement sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes en phase de progression parce que nous avons une première usine à Chauny dans l'Aisne et nous comptons très bientôt venir nous implanter un peu partout en France. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de difficultés, entre autres avec les droits liés au logement, la réglementation. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, en votre qualité de ministre, vous pouvez faire pour faciliter l'implantation d'entreprises comme les nôtres ? La réponse est à vous. Des questions simples. Et il me semble qu'Agnès Pannier-Runacher était là hier. C'est dommage qu'on ne lui ait pas posé la première question, puisqu'il ne vous a pas échappé que sur la transition énergétique, c'est elle qui a ces sujets. Le marché de l'énergie, il est en plein bouleversement, à tout point de vue. Et on voit bien qu'il y a des règles qu'il va falloir qu'on bouge. En particulier entre ce qui relève de l'autoconsommation, de la capacité effectivement à pouvoir vendre à des voisins. Aujourd'hui, on a des règles qui reposent sur un modèle qui est finalement hérité d'il y a plusieurs dizaines d'années, où de façon très schématique, il y avait un producteur d'énergie, point. L'explosion des énergies renouvelables, la nécessité de se poser ces questions, l'absence de solutions aujourd'hui très fiables en matière de stockage de l'énergie nécessite que quand on a une énergie qui puisse être produite quelque part, y compris par une collectivité, on puisse regarder le type de débouché qu'on peut avoir. Je ne vais pas pouvoir être beaucoup plus précis parce que ça va être au cœur de textes plutôt l'année prochaine autour de la stratégie énergie-climat qui auront vocation à préciser tout ça. Ensuite, sur la deuxième question et sur la manière dont on fait évoluer le modèle de ce que nous produisons, de ce que nous fabriquons pour la ville. Là aussi, il y a des enjeux qui sont énormes. Qui sont énormes sur le plan des économies de matériaux. Comment je fais en sorte, y compris quand je fais de la préfabrication ou quand je fais de l'assemblage de manière spécifique, de diminuer une durée de chantier, de diminuer un impact, de faire en sorte d'accélérer la livraison du bâtiment, avec, là aussi, dans ce domaine comme dans d'autres, des réglementations qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ne sont pas forcément adaptés à ces innovations qu'on est en train de vivre. Il y a des débats importants à l'échelle des maires aujourd'hui autour du concept de zéro artificialisation nette, de la lutte contre l'étalement urbain, de la manière dont on est capable de faire en sorte de pouvoir pousser sur ces sujets. Donc ce sujet, il est pleinement chez moi, pour le coup, à l'intérieur du périmètre ministériel, de la partie logement-ville dont j'ai la responsabilité. Et c'est bouger de réglementation. Moi, je suis plutôt preneur des contraintes et des soucis de ce patron pour qu'il me dise quel est le point qui lui pose une difficulté aujourd'hui, parce que dans les textes qu'il faudra qu'on prévoie, pour effectivement s'aligner sur les modes de construction vertueux ou sur les innovations qui peuvent exister, on n'est pas d'angle mort et qu'on évite dans quelques années de se rendre compte qu'on a
qu'on est passé à côté de telle ou telle innovation. Je ne suis pas venu pour délivrer des messages dans tous les domaines. Je suis venu aussi pour écouter, prendre des idées. Et je sais que dans les actes qui me seront versés de l'ensemble de ce qui s'est passé depuis hier et que la tribune ne manquera pas de réaliser, j'aurai sans doute bien plus matière à m'inspirer que je ne vous aurais donné matière à vous inspirer pendant le temps où vous m'aurez invité à m'exprimer. Merci Christophe Béchu. Alors, c'est une excellente transition puisque nous accueillons Bertrand Badré, qui est le président fondateur de Blue Light Canoe Ranch. Vous-même, vous avez été le patron de la Banque mondiale, donc le sujet, en tout cas avec la vision du monde sur ces enjeux-là, vous connaissez bien. Et puis, vous avez été l'auteur d'un livre, Voulons-nous sérieusement changer le monde ? Avez-vous eu le sentiment, ici en étant au Transition Forum à Nice, qu'il y a une volonté de changer le monde et quelles sont les critiques que peut-être vous souhaitez apporter? Je sais notamment sur le sujet des gouvernances dans laquelle vous trouvez que la France ne joue pas assez son rôle. Merci, là aussi beaucoup de questions en une. Merci Jean-Christophe de cette invitation. Alors j'ai eu un choc en arrivant au Palais de la Méditerranée ce matin, en me souvenant la première fois que je suis venu ici. Et c'était une date historique, non pas parce que j'y étais, mais parce que c'était la veille de la faillite de Lehman Brothers. Il y avait un conseil des ministres des Finances de l'Europe, vous pourrez vérifier, le 12 septembre 2008, le vendredi avant que Lehman Brothers fasse faillite le dimanche. Et c'était un mode panique. On s'est dit, là, il y avait la fin du monde 3 jours plus tard. Enfin, on était très, très inquiets, ça s'est d'ailleurs accéléré. Et pour moi, c'est là que se cristallisent les débats qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu très, très peur. On a mobilisé immédiatement des ressources considérables pour préserver le système financier. Plus de 400 milliards avaient été annoncés en France. Et à l'échelle de la planète, c'était déjà des ordres de grandeur qu'on a revus avec le Covid. Donc quand il y a une vraie urgence, on sait faire. Donc on a fait. Et puis après, les choses se sont calmées. On a un peu durci les règles. Et on ne s'est pas interrogé au fond sur le cœur du système. Arrive le miracle que j'appellerais le miracle inachevé de 2015, qui est ce pourquoi on est là aujourd'hui. En 2015, on se met d'accord sur un certain nombre de choses. Les accords de Paris en France. Quelques mois avant, c'est moins connu en France, mais c'est les accords de New York sur les objectifs du développement durable. C'est souvent, on me demande ce que c'est que le PINS ici. C'est effectivement les 17 objectifs du développement durable. Et donc, on se met d'accord finalement sur l'économie désirable dont parlait Jean-Marc. On n'a pas besoin de la réinventer. Toute la planète s'est mise d'accord sur une feuille de route qui fait qu'on est normalement engagé sur une économie qui soit durable, qui soit inclusive et qui soit résiliente. Donc il y a une forme de miracle, on s'est mis d'accord et on a dit, ben voilà, on va y aller. Et en fait, on a fait une erreur probablement assumée. J'étais parti à la Banque mondiale de toutes ces discussions. On a fait une erreur probablement assumée qui était de se dire, une fois qu'on a défini l'objectif, eh bien, on va y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de police des accords de Paris, il n'y a pas de police du développement durable, mais il y avait l'idée que si la France faisait ça, la Grande-Bretagne voudrait faire mieux et l'Inde encore mieux, et que tout le monde allait aller de plus en plus vite. Et qu'il y aurait quelques pionniers qui allaient entraîner le système. La main invisible, d'une certaine manière, allait fonctionner et que tout ça allait se faire naturellement. Et c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise, comme Jean-Marc, avec le mot transition, qui date un peu de cette période. On s'est dit transition, c'est comme traverser la promenade des Anglais, on transitionne 1% par an, et au bout de 30 ans, on a fait l'échéance, on n'est même pas rendu compte, même pas mal. Non, ce dont on se rend compte aujourd'hui, 7 ans plus tard, c'est pour ça que le mot sérieusement est important, et c'est pour ça que ce forum est important, c'est qu'en fait, ça n'a pas marché. Alors ça a marché parce qu'on connaît les objectifs, on les a socialisés, on en parle, on est plus préoccupé, etc. Mais pour aller plus loin, on voit bien qu'il y a une marche qui est compliquée à passer. Ce n'est pas une transition, c'est vraiment une transformation de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes de financement. Et que cette transformation, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on croyait en 2015, d'autant plus qu'on a décalé depuis 2015. On est probablement plus tard que là on aurait dû être. Et donc aujourd'hui, ce sérieux, il passe par un certain nombre de choses. Jean-Marc y a fait un peu allusion. Pour moi, il faut rentrer dans le dur du système. Le dur du système, c'est qu'est-ce qui fait, j'étais directeur financier pendant un certain nombre d'années, qu'est-ce qui fait que tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, l'élastique vous ramène au système précédent. L'élastique vous ramène dans un système où, mollement sur le prix du carbone aujourd'hui, mais sur le reste, rien du tout. On est focalisé dans un système qui traite le capital financier, qui effectivement était le capital rare il y a 50 ans, mais qui ne traite pas le capital humain, qui ne traite pas le capital environnemental, qui ne traite pas le capital social, qui ne traite pas le capital sociétal. Donc comment on transforme ça? C'est très long, c'est pas très agréable, c'est pas très drôle, c'est pas très glamour, mais c'est ça le cœur. Et pardon Jean-Christophe, donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Il n'y aura pas de grand soir.
Moi, j'ai été français, la Banque mondiale dit, alors les Français, ils prennent la Bastille, ils croient que c'est fait. Non, non, ça prend du temps. C'est des sujets qui prennent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est là qu'il faut qu'on ait toute notre place. Parce que ce sur quoi on va se mettre d'accord, ça sera la manière dont on vivra dans 20 ou 30 ans. Et je ne souhaite pas que ça soit décidé par des grandes entreprises américaines à notre place, par exemple. Et le deuxième sujet qui était très important en 2015, et que là aussi on a laissé un tout petit peu filer, on a dit ça va coûter des milliers de milliards. Alors évidemment, les milliers de milliards, c'est une unité de compte qui est les trillions en anglais, les trilliards en français, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et on a dit, après tout, c'est pas grave, puisqu'on a 300 000 milliards d'argent dans le monde, si on en déplace 5 000 par an, on y arrivera. Le problème, c'est que c'est très compliqué de déplacer de l'argent, et surtout, on a fait un jeu entre nous, économie avancée. Et je reviens sur ce que disait Christophe Béchu tout à l'heure. C'est formidable. Il faut qu'on soit exemplaire. Comme il dit, il faut éteindre l'incendie chez nous, mais il ne faut pas oublier l'incendie à côté. Et pour moi, c'est ça. On est une économie qui est inclusive dans les mots, mais la réalité, c'est qu'on ne s'occupe pas du reste du monde et qu'on s'en occupe de moins en moins. Moi, je ne veux pas que l'Europe devienne Boboland, où après avoir erré pendant des années, on a trouvé la lumière et on dit au reste du monde, voilà la lumière, vous allez faire comme nous. Évidemment que ça ne marche pas. D'abord, on ne les a pas intégrés dans les discussions, ils ne sont pas au même niveau que nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour être vraiment inclusif? C'est formidable de dire on va effectivement limiter les importations de carbone, mais on leur propose quoi à la place? Moi, et je finis juste là-dessus, ça m'a fait réfléchir à une lecture de collège, Voltaire. Alors, je prends quelque chose d'assez simple, dans Candide. Candide fait le tour du monde, il voit des tremblements de terre, des massacres, etc. À la fin, il arrive usé avec son cortège, Cunégonde, etc., au bord du Bosphore. Et là, tout le monde a appris au lycée, il faut cultiver notre jardin. Et ben, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on cultive notre jardin de manière un peu littérale. C'est-à-dire qu'on dit, moi, je m'occupe de mon village, mon entreprise, ma paroisse, je ne sais quoi, ma gare, etc. Ce qui est très bien, on met des barrières autour. Alors que le jardin de Voltaire, c'est le jardin d'Éden, c'est notre planète. Donc comment on organise cette dialectique entre notre jardin et la planète? Il ne faut pas qu'on se replie sur notre jardin en oubliant la planète, et c'était le thème de votre sujet. Comment on devient champion mondial? Pas tout seul. Et donc c'est là qu'il y a un changement, une espèce de révolution copernicienne à faire. Mais peut-être, Bertrand Batret, ici, quand on est à Nice, on regarde la Méditerranée, on regarde jusqu'à l'Afrique. Peut-être nous dire deux mots sur quelques initiatives que vous êtes en train de prendre en Afrique, justement pour contribuer à un nouveau regard. Peut-être qu'on a... C'est un peu l'intuition. Alors, ce n'est pas une intuition géniale, mais pour avoir participé au débat de 2015 sur le climat et le développement durable, pour avoir à l'époque publié un rapport qui s'appelait From Billions to Trillions, qui était de dire, finalement, on a besoin de 3, 4, 5, 6 000 milliards de dollars par an à l'échelle de la planète, et en réalité, on ne mobilise pour les pays du Sud que 100 à 200 milliards par an. Donc il y a un problème d'ordre de grandeur, un rapport de 1 à 10 ou 1 à 20. Et c'est ce problème qu'il faut adresser. Comment est-ce qu'on passe des billions aux trillions? Ça, c'est la question fondamentale. La bataille du climat, elle sera en partie gagnée à Paris, à Bruxelles et à Washington. Elle sera perdue à Bogota, à Lagos et à Delhi. Et pour l'instant, on ne transfère ni argent, ni compétences, ni soutien. On fait quelques initiatives. Et donc, comment on fait? C'était l'intuition de l'entreprise que j'ai créée, Blue Lagoon Ranch. Comment on mobilise une partie de notre épargne pour aller aider ces pays financièrement, et en termes de compétences, etc. Et le faire non pas en donnant la leçon depuis la capitale de Boboland, mais en disant voilà comment on fait, comment on vous aide à transformer vos économies. Et d'une certaine manière, c'est parfois plus simple, parce qu'ils n'ont pas tout l'héritage qu'on a. C'est le système de leapfrog, on va directement à la bonne étape. On n'est pas obligé de se faire toutes les étapes que l'Europe et les États-Unis ont fait depuis 200 ans. C'est ça qu'il faut faire. Et finalement, on est à Nice, on regarde l'Afrique. Moi, j'ai commencé en Amérique latine et on va s'intéresser à l'Afrique. C'est fondamental. C'est une question qui est centrale, non seulement pour le climat, mais aujourd'hui, il y a 500 millions d'Européens qui ont un âge moyen d'à peu près 50 ans, et vous avez 1,5 milliard d'Africains qui ont un âge moyen de 20 ans. En 2050, on sera 500 millions, mais on sera un peu plus âgés. Ils seront 2,5 milliards, ils seront toujours aussi jeunes. Enfin, il y a un problème avec le changement climatique, la montée des mers. Il faut qu'on propose quelque chose, pas juste mettre des frontières des murs, comme on dit aux États-Unis, mais proposer quelque chose qui intègre, qui soit inclusif et pas seulement du bout des lèvres. Christophe Béchu, Bertrand Batret est en train de vous donner du travail supplémentaire, voilà. Peut-être une réaction, est-ce qu'on se regarde peut-être pas un peu trop et on ne regarde pas suffisamment au-delà? Il ne donne pas du travail supplémentaire, il rappelle l'équation globale dans laquelle nous sommes. Et il le fait avec des mots très justes, parce que chacun a bien compris qu'on est jusqu'à maintenant responsable de l'essentiel de ce réchauffement climatique. Le risque, ce serait qu'au moment où on devienne vertueux, l'accélération des
des économies qui sont autour de nous se traduisent par le fait que ce soit les pays émergents qui prennent le relais, avec en plus la volonté d'accéder à un confort qu'on leur a refusé. Et aujourd'hui, on leur explique qu'ils doivent faire des efforts alors que leur empreinte carbone pour plus de la moitié des habitants de la planète est inférieure aux 2 tonnes vers lesquelles nous devons aller, nous, en 2050. Et on a des enjeux extrêmement concrets et qui ne sont pas dans 10 ans. En décembre, la COP15 à Montréal sur les espèces protégées, on est aujourd'hui avec des points de blocage sur des questions financières, parce qu'on a des sujets, y compris par exemple sur les espèces marines, sur l'exploitation des fonds sous-marins, sur des sujets, sur des espaces aujourd'hui qui sont encore préservés, sur lesquels on a des pays qui nous expliquent que si pour eux il y a des relais de croissance et qu'on refuse qu'ils puissent utiliser ces relais de croissance pour se développer, il est légitime qu'on les aide à financer le fait qu'ils puissent directement passer à la technologie d'après. Et c'est exactement une partie de la complexité et en même temps une partie de la solution. Le PINS des ODD et ce 7e anniversaire du 16 septembre 2015. 193 pays à l'unanimité ont adopté la charte. Ce n'est pas un vote, c'est une unanimité. Notre pays, aujourd'hui, notre planète, elle a conscience de cette interconnexion. La pandémie, c'est un moment qu'on a vécu tous ensemble, quel que soit l'endroit dans la planète, en parallèle avec ce sentiment d'appartenance à la même humanité. Il faut que le même sentiment d'appartenance et le même sentiment d'urgence soient là. Il nous faudrait, tous les soirs à la télé, le nombre de cas de réfugiés climatiques ou d'espèces menacées. Il nous faudrait la même pression d'indicateurs du quotidien, parce que ce qui se passe sans qu'on le voit, c'est du même ordre et c'est même à une autre échelle. Donc, comment est-ce qu'on arrive à cette prise de conscience? Comment est-ce qu'on sort de nos conforts? Parce que personne n'a envie des conséquences. Personne n'a envie d'un demi-milliard de réfugiés climatiques sur une partie de notre continent. Personne n'a envie de se retrouver avec des fonds des neiges qui sont irréversibles, la montée des eaux et la disparition d'un certain nombre de pays sur la planète. Personne n'a envie de mesurer que nous ne laisserons pas en héritage à nos enfants une terre aussi habitable que celle qu'on a trouvée nous. Donc, il faut la mobilisation qui permette de le faire. Et ce qui est génial dans cette table ronde, c'est que ça illustre la place que chacun a à prendre. La finance, avec la vision internationale, les solutions concrètes en termes de déplacement, de transport à l'échelle de notre pays, en termes de mobilité, l'attention qu'on doit avoir au secteur des entreprises, parce qu'effectivement, à l'échelle de la planète, on a dans les 100 plus grandes institutions, d'abord des entreprises qui aujourd'hui ont une capacité d'influence, pas seulement d'investissement, mais aussi d'influence qui est considérable, et une attention aux générations avec lesquelles on se retrouve. Et des médias qui fassent le lien entre tout ça. Cette table ronde, c'était finalement la métaphore d'une partie de la feuille de route qu'on a collectivement à suivre. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis d'y participer. Merci Christophe Béchu d'avoir été notre grand invité. Nous remercions bien sûr également Marlène Dolvec, Emmanuel Duez, Gianmarco Monsellato, Bertrand Badré. Mais écoutez, on a dit qu'il y avait eu beaucoup de ministres de la transition écologique dans le précédent quinquennat. On vous réinvite pour l'année prochaine, en septembre prochain, ici à Nice. Merci à vous tous. On va se retrouver avec Christian Estrosi et Lionel Lemot pour la conclusion.